va commencer la deuxième présentation de ce jour. Pour cela, j'aime Lydia Jaran, coordinatrice des formations du réseau Virage et de la Maison des Adolescents de Strasbourg. Yazida Slamani, historienne des religions et ethnoclinicienne pour le réseau Virage et la Maison des Ados. Et à présent, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur El Karaoui, essayiste et consultant hors normes. Normalien, diplômé en DEA en géopolitique et agrégé en géographie. Votre carrière suit le fil rouge du conseil, de l'accompagnement et de l'innovation. Vous êtes sollicité par le gouvernement dans les années 2000. Vous avez été consultant pour plusieurs cabinets, dont celui du groupe Brunswick à celui de Roland Berger, jusqu'à fonder votre propre cabinet. En parallèle, animé d'une fibre entrepreneuriale, vous créez le club 21e siècle, un think tank promouvant la diversité et l'égalité des chances. À partir de 2015, en plus de votre activité de consultant, vous êtes très actif en tant qu'essayiste, notamment à travers vos contributions au think tank de l'Institut Montaigne et celui de Terra Nova. Les questions que vous abordez dans vos écrits et vos ouvrages font focus et apportent des clés de compréhension sur les questions de l'islam, l'islamisme et l'avenir des quartiers. Vous défendez un islam de France pour faire barrage au salafisme. Dans votre livre, Les militants du djihad, portrait d'une génération, vous abordez de manière détaillée et sourcée la question complexe de l'engagement djihadiste, son origine et le parcours et les répercussions à venir. Donc là, pendant l'heure qui suit, vous avez une carte blanche pour nous exposer des clés, des leviers de compréhension sur la rhétorique de l'extrême, discours et contre-discours. Bonjour à tous, merci de votre invitation. Je vais commencer par vous expliquer dans quel contexte j'ai fait ce travail. Alors, ce travail, il part d'une idée assez simple, c'est que malheureusement, il y avait beaucoup de cas de djihadistes et que quand on a beaucoup de cas, on peut commencer à faire du travail qui est plus seulement qualitatif, mais quantitatif. Et comme il y avait beaucoup de débats entre des chercheurs sur la question de la signification, de l'inscription dans la question de la radicalité de l'islam enfin la recherche de radicalité dans l'islam, vous savez, Olivier Roy, Gilles Kepel, etc. Je m'étais dit, en fait, on va régler le problème en adaptant une approche quantitative et puis en regardant à partir d'une analyse globale, donc vue d'en haut, la réalité du phénomène. Et donc, on a réussi, en travaillant avec des sources ouvertes, essentiellement, un petit peu des sources fermées, disons semi-fermées, de la Cour d'appel de Paris, et puis avec des discussions, on va dire celle-là, qualitatives, avec certains acteurs du renseignement. On a réussi à retracer, en gros, 1500 parcours. Et 700 français, mais aussi 750 britanniques, belges et allemands. Le but, c'était vraiment d'essayer de comprendre tout le trajet personnel, social, idéologique qui a mené au djihadisme. Le djihadisme étant défini de façon large, comme le fait la justice, tout individu, femme ou homme, qui adhère à l'idéologie est passé à l'acte ou a tenté de passer à l'acte en commettant un attentat ou en essayant de rejoindre une zone de combat. Dans les djihadistes, il y a les djihadistes, c'est le grand ensemble, et puis il y a ceux qui sont passés à l'acte. Donc on peut distinguer les djihadistes et les terroristes. Les terroristes, c'est un quart des djihadistes en gros. La base de données, elle ressemblait à ça, sauf qu'il y avait 1500 lignes. Donc beaucoup d'informations, évidemment anonymisées pour respecter les contraintes RGPD. Donc on a commencé par essayer de faire un portrait sociologique, c'est pour ça, et le résultat. Alors on parle des djihadistes vraiment de la génération Syrie. Donc c'est un peu comme vous, on arrive jusqu'à la fin des années 2010, on n'est pas dans les années 2020, même si je ne suis pas sûr qu'il y ait eu, entre 2017 et aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait des grandes différences. Et quand on prend cette génération-là, on voit une très forte homogénéité d'âge déjà. Ils sont nés au tournant des années 80-90,
Dans tous les pays européens, ils ont en gros le même âge au moment de l'engagement, hein, c'est-à-dire en moyenne 25 ans. Et il y a 20% de femmes. Je reviendrai sur les femmes, parce que les femmes, c'est très intéressant, parce que d'abord, on s'est trompé sur les femmes, et ensuite, les femmes disent beaucoup de choses sur ce qu'est le djihadisme. La deuxième chose, très importante au-delà de la question des djihadistes, c'est leur origine. D'abord, ce sont tous des Français, quasiment tous, au sens où la plupart, enfin disons, les 3/4 sont d'origine étrangère, mais ce sont les enfants. Ce n'est quasiment jamais la première génération qui est en cause. Vous voyez, 94%, donc là on parle des Français, hein, c'est-à-dire les 700 qu'on a identifiés. 700, c'est à peu près 30% du total des djihadistes français, puisqu'on considère qu'il y en a à peu près 2500. 94% ont la nationalité française, 89% sont nés et ont grandi en France. Donc on parle d'un phénomène de Français. Ce n'est pas un phénomène d'étrangers qui viennent en France commettre ou penser acquérir une idéologie djihadiste. La majorité d'entre eux, ça c'est de notre échantillon, la discussion avec d'autres autorités nous disent que c'est même un peu plus important, la majorité d'entre eux ont des origines au Maghreb. Et puis un peu Moyen-Orient, Afrique de l'Ouest, Europe, mais de façon assez marginale. Et ceux qui n'ont pas d'origine étrangère, ce sont des convertis. Il y a chez les djihadistes énormément de convertis, beaucoup plus que chez les musulmans en France. Quand on regarde toujours le profil sociologique, mais cette fois d'un point de vue géographique, territorial, ce qu'on voit, sans beaucoup de surprise, c'est qu'il y a une très forte concentration du phénomène. 84% qui viennent de 22 départements. Et quand on zoome, on trouve 150 villes, les 3/4 d'entre eux qui viennent en fait de 48 communes, et la moitié, donc là on parle des 700 hein, qu'on a identifiés, la moitié qui viennent de 12 villes, avec à Strasbourg une capacité, une qualité, disons un dynamisme assez important. Et quand on regarde plus en détail, donc c'est un phénomène très concentré, métropolitain, urbain, et évidemment dans les villes, dans les métropoles, c'est pas n'importe quel quartier, ce sont les quartiers populaires. Avec donc 94% des djihadistes originaires de communes où le taux de pauvreté est supérieur à la moyenne nationale. Donc c'est intéressant parce que c'est le cliché qu'on en a. Ben, pour une fois, le cliché est vrai. Des enfants d'immigrés qui viennent des quartiers pauvres. Quand on regarde leur profil sociologique, il est frappant parce que là, pour le coup, il ne correspond pas exactement au cliché qu'on peut avoir. On ne parle pas de jeunes désocialisés qui ont tout raté dans leur parcours scolaire et ou professionnel. On a en fait une assez large diversité de cas. Un quart ont fait des études supérieures. Un quart ont atteint le lycée, disons le niveau du bac. Un tiers ont eu une formation professionnelle. Seulement 15% étaient vraiment en échec scolaire, les NEET, etc. Si on regarde leur insertion, non pas scolaire, mais professionnelle, on voit qu'elle est moins bonne. Donc il y a une dégradation. Alors cette dégradation, elle n'est pas spécifique aux djihadistes. Tous les enfants des quartiers populaires ont ce problème-là, pour deux raisons. Il y a les phénomènes de discrimination, qui sont très très forts, notamment pour les garçons dans l'accès à l'emploi. Et puis il y a les mauvaises formations, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on on suit une formation diplômante, mais après le diplôme, en fait, il n'y a pas d'emploi. Et donc l'insertion sur le marché de l'emploi est plus difficile que pour la moyenne des jeunes lycéens ou étudiants français. Donc vous voyez, bon, il y a 20% qui étaient en formation, 43% qui étaient insérés dans le monde du travail, mais de façon vraiment précaire, et puis un gros tiers qui avait un emploi à peu près stable, et là-dedans d'ailleurs 10% qui étaient passés par l'armée. Vous savez que l'armée il y a 10-15% de la troupe, notamment de l'armée de terre, qui est musulmane.
On le sait parce que, en fait, l'armée, l'aumônerie militaire a des programmes spécifiques, à la fois pour la nourriture, halal, et puis pour le pèlerinage. Et puis, dans certains théâtres d'engagement, ils font signer des papiers, notamment dans les pays musulmans, en fait. Bon, donc l'armée est un instrument d'insertion dans la vie professionnelle et la vie sociale qui est important. Quand on regarde les troubles, alors ça pour nous c'était le plus compliqué à mesurer parce que c'est là où la formation était la plus lacunaire, la plus qualitative d'une certaine manière. Donc on est prudent. Par exemple, on a nous dans le chiffre 14% qui avait un casier judiciaire. Ce que nous ont dit d'autres autorités avec leur base de données à elles, c'était qu'on était plutôt à 40 ou 45%. Donc une part importante de ces jeunes, parce que c'est vraiment des jeunes, qui ont déjà connu des épisodes de délinquance, et plus que ça, puisqu'ils ont été repérés, identifiés, parfois judiciarisés par les services. Bon, mais sinon, quand on regarde, en fait, on se rend compte que ce ne sont pas des jeunes très différents de la moyenne des jeunes des quartiers populaires. Donc, ce n'est pas les plus déglingués des quartiers qui sont devenus djihadistes. Le niveau de chômage est plutôt le même, ou même peut-être un peu plus bas que la moyenne dans ces quartiers. On n'a pas trouvé énormément de troubles psychologiques ou psychiatriques. Il y a des difficultés familiales, mais là aussi pas plus que la moyenne. Donc le casier judiciaire, j'en ai parlé. Et puis les addictions, là aussi, avec des sources ouvertes, c'est compliqué de savoir, parce qu'il faudra avoir vraiment les cas en détail. Mais pas plus, plutôt même moins qu'en général. Donc une majorité qui n'ont pas de troubles majeurs connus, peu de distinction avec le reste de la population, 15% qui, eux, par contre, sont très troublés, et chez ceux qui sont passés à l'acte, donc ceux qu'on qualifie de terroristes à l'intérieur du groupe djihadiste, là, pour le coup, on a la moitié, dans la base que nous, on a réussi à construire, que l'on pouvait considérer comme troublés, voire déglingués. Donc, le passage à la violence extrême, là, à l'évidence, rencontre un terrain personnel, individuel, qui est vraiment spécifique. Et donc, si on essaye de caractériser cette population, on voit qu'elle est à l'intersection de 3 grands cercles. La jeunesse française, parce qu'ils sont vraiment jeunes. Les musulmans, 80% sont ou étaient de culture musulmane, donc 20% de convertis, dont les parents n'étaient pas musulmans. Et puis les habitants des quartiers populaires. Et donc, à l'intersection de ces 3 cercles, on a non pas que des djihadistes, mais là où le phénomène djihadiste va se déployer. Et ça fait, disons que ça fait un terrain de quelques centaines de milliers de personnes. 100 ou 200. On avait regardé le cas britannique. Le cas britannique, il est intéressant parce qu'il est très différent dans ses dynamiques. En France, on a des néo-djihadistes, au sens où les parents ne l'étaient pas. Alors, djihadistes ou musulmans très, très orthodoxes, radicalisés. En Grande-Bretagne, ce n'est pas le cas. Il y a souvent une forme de rigorisme qui est hérité, y compris parce qu'ils viennent souvent d'autres aires géographiques, beaucoup du sous-continent indien, où il y a des traditions salafistes ou proto-salafistes qui sont plus anciennes que chez les Maghrébins. L'autre cas, c'est que leur niveau de formation est beaucoup plus élevé. C'est-à-dire que chez les Anglais, on trouve des djihadistes, ingénieurs, médecins, pas énormément, mais en gros, il n'y en a pas en France. Et puis la troisième chose, ça c'est lié à l'organisation britannique, il y a un système communautaire organisé, donc il y a des associations, il y a des mosquées, qui ne sont pas des mosquées djihadistes, mais qui sont des mosquées officiellement rigoristes plus. Donc on se souvient du débat sur le Londonistan, etc. Après, quand on regarde l'origine idéologique, enfin, alors je ne sais pas si vous êtes familier des multiples courants de l'islam, de l'islamisme, du salafisme, des écoles indiennes, des frères musulmans, des Turcs, etc. Il y a beaucoup à dire. Hein. En gros, qu'est-ce qu'on a ? On a
disons, sur le théâtre français, deux grandes écoles qu'on peut lier à ce qu'on appelle l'islamisme. L'islamisme étant une vision totale de l'islam qui explique et régit la vie en société du musulman. Les frères musulmans d'un côté, et puis le salafisme. Comment on les distingue traditionnellement? On considère que les frères musulmans qui viennent d'Égypte n'ont pas un intérêt pour la théologie très très marqué. Eux, ce qu'ils font, c'est de la politique, avec une vision de la religion, de l'islam, on va dire réactionnaire, surtout quand on compare avec les normes de la société d'aujourd'hui. Et puis les salafistes, eux, dont les influences sont plutôt saoudiennes, wahhabites, eux, ils ont une caractéristique, c'est que normalement, ils ne vont pas dans l'action sociale ou politique. Ils sont plutôt entre eux, avec des visions extraordinairement rétrogrades de l'organisation de la société, de la place de la femme, du rôle des musulmans dans la société. Mais en gros, il y en a qui sont ouverts vers le reste de la société, les frères musulmans, et puis il y en a qui sont fermés, les salafistes. Ce qui se passe, c'est que ça, c'est la théorie dans les pays d'origine. Ce qui se passe en Europe et particulièrement en France, c'est qu'il y a une mutation et que les nouvelles générations mélangent tout ça. Et donc aujourd'hui, parmi les leaders islamistes, on a des gens qui sont engagés dans la société, dans le discours public, éventuellement dans le discours politique, et qui ont des références religieuses qui ressemblent beaucoup plus, enfin qui viennent d'Arabie Saoudite, beaucoup plus que de la tradition des frères musulmans. Et ça, en fait, il a fallu du temps pour le comprendre, parce qu'on avait des spécialistes de l'islam ou de l'islamisme qui étaient des spécialistes des frères, puis les autres qui étaient des spécialistes des salafistes. Et puis ils ne voyaient pas qu'en fait, il y avait une mutation locale, indigène, française, qui a conduit à des types d'actions qui étaient inattendues. Parce qu'on disait, ben, vous voyez, les salafistes, ils sont quiétistes, au sens où ils ne passent pas à l'acte. Il n'y a pas de violence. Ils sont entre eux, une dimension sectaire assez forte, hein, mais il n'y a pas de passage à l'acte. Chez les frères musulmans, il y a un engagement dans la société qui est beaucoup plus fort. Avec quand même des mutations dans les théâtres terroristes bien connus. En gros, Al-Qaïda a des références plutôt du côté des frères musulmans. Numéro 2 d'Al-Qaïda, Zawahiri, était vraiment quelqu'un qui venait des frères. Et Daesh, eux, ils viennent plutôt de l'orbite salafiste. Donc, il y avait déjà des mutations en Irak où Ben Laden, c'était un mélange d'Afghanistan et d'Arabie Saoudite, vers le terrorisme et vers la violence. La nouvelle génération européenne, elle a mélangé les deux. Et dans ce mélange, il y a eu évidemment un attrait pour la violence, mais qui a été difficile à détecter, parce qu'on ne savait pas identifier les bons signaux. Et je vais y revenir après, il y a eu deux générations de djihadistes. Et certains étaient plus formés par les frères et d'autres plus formés par les salafs. La deuxième chose, et ça c'est extrêmement important pour comprendre le phénomène djihadiste, c'est qu'il faut comprendre que 80% sont de culture musulmane, 90% ont connu une rupture religieuse. Et ils se sont néo-islamisés. La rupture religieuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont quitté la religion des parents, ils l'ont déconsidérée, arguant que les parents ne connaissaient pas la vraie religion, que les parents étaient victimes de superstitions, c'est tout autour du culte des saints, et que eux, qui étaient en train de construire leur identité, eux, ils avaient la vraie religion. Et la vraie religion, c'est le truc des salafistes, qui disent par ailleurs qu'ils sont dans l'islam du juste milieu, tout le monde est dans le juste milieu. Mais pourquoi c'est très important? Parce qu'il ne faut pas se dire que le djihadisme, c'est la continuité de l'islam traditionnel. Pour moi, c'est une mutation de l'islam, c'est vraiment dans l'islam. Les musulmans qui disent que ce n'est pas l'islam, bah, ce n'est pas vrai en fait, hein. C'est dans l'islam. Mais c'est un néo-islam. Et donc, les parents ne comprennent pas ce qui arrive aux enfants. Les parents musulmans, y compris des parents musulmans très pieux ou très traditionnels,
parce qu'il se retrouve avec un objet qui est complètement différent et qui n'est pas transmis par la culture, qui est transmis par des gens externes. Et ces gens externes, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils ressemblent au public à qui ils parlent. Ils leur ressemblent, ils les connaissent, ils connaissent leurs questions et ils leur donnent des réponses. Et ça, ce n'est pas spécifique aux djihadistes. Ça, c'est la sphère islamiste aujourd'hui française. Elle est tenue, non pas comme on le croit souvent, par les pays étrangers, un peu les Turcs, ça c'est vrai, mais c'est plus du tout l'Arabie Saoudite, c'est pas du tout le Qatar, et puis c'est quasiment plus l'Algérie, parce que l'Algérie a perdu le lien en fait avec ses concitoyens d'origine. Un tout petit peu le Maroc, mais c'est pas eux. Ceux qui comptent, ce sont des jeunes Français influenceurs, qui sont des influenceurs au sens YouTube. Sauf que, je vais vous en montrer un tout à l'heure, sauf que ils vendent pas des produits de beauté ou des ascensions sur l'Everest. Ce qu'ils vendent, c'est un comportement. Et ce qui est vrai pour un grand public de jeunes musulmans est vrai aussi, a été vrai pour un petit public assez spécifique quand même, qui est passé à la violence, soit à l'action violente, soit à l'idéologie violente. Mais donc vraiment, il faut comprendre la rupture spirituelle. Et c'est le cas de 90% d'entre eux. Donc c'est tout le monde en fait. Et donc il faut se dire que ce sont d'une certaine manière des gens qui se sont convertis. Ils se sont convertis à une nouvelle religion, qu'on peut appeler le djihadisme. Et par ailleurs, on est dans un mouvement où les jeunes musulmans français et européens, sont complètement à rebours de la dynamique continentale, puisqu'ils sont plus religieux que leurs parents, alors que dans tous les autres cas, les enfants sont moins christianisés, par exemple, que leurs parents. Donc il y a une déchristianisation, une sortie de la religion partout en Europe, dans le monde occidental, un peu moins aux États-Unis, même si. Et les musulmans, c'est l'inverse. Pourquoi c'est l'inverse ? Parce que pour une bonne partie d'entre eux, la religion est une identité. On n'est plus de la culture des parents, ce qu'on voit très bien avec le phénomène djihadiste, cette rupture, mais on n'est pas encore dans la culture du pays, d'accueil, de la culture majoritaire, etc. Parce que soit on ne s'y sent pas bien, soit on est discriminé, soit il y a plein de raisons. Soit la société vous dit, en fait, vous non. Tant que vous n'êtes pas comme nous, vous n'êtes pas des citoyens de notre pays. Avec la question du coût essentiel, et qui là aussi va bien plus loin que le djihadisme, mais qui est, si on n'est plus tunisien, algérien, sénégalais ou turc, si on n'est pas encore français, qui on est ? On est musulman. Et on est musulman, et musulman, ça va être une identité globale. C'est un tout, c'est un projet holistique. Donc, vous allez vous comporter comme un musulman. Et vous allez essayer d'être le plus possible musulman pour être le plus possible vous-même. Et qui va vous dire comment être le plus possible musulman ? Pas vos parents, pas votre oncle, pas l'imam. L'imam, en général, il est complètement déconnecté, notamment ceux qui viennent des pays étrangers. Ceux qui vont vous expliquer comment être le plus possible vous-même, c'est vos copains. C'est les copains du quartier, et c'est mieux, c'est le gars qu'on suit sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Et donc ça, c'est vrai pour pas quelques milliers de personnes, quelques millions. L'influence des grands, notamment de Rachid El-Jek, qui est le plus important en France, c'est 2,8 millions de followers. Un tiers hors de France. Bon, je vais vous le montrer après. Donc, il faut comprendre que le salafisme, le djihadisme, ce sont des nouvelles religions. Et de ce point de vue-là, on peut faire le parallèle avec les évangéliques. Alors, il y a une grande différence, évidemment, c'est le rapport à la violence. Il n'y a pas de violence chez les évangéliques. Mais il y a beaucoup de points communs. Le premier point commun, c'est que c'est la centralité du texte. Et donc une forme de littéralisme. On lit la Bible au mot le mot, on interprète la Bible de façon la plus littérale possible. Et donc, par exemple, on considère que Darwin, ça n'existe pas et que la Terre est plate. Deuxième chose, on est prosélyte parce qu'on a rencontré la bonne nouvelle.
Et donc, il faut faire partager la bonne nouvelle. Et ça, vous avez ça chez les islamistes depuis très longtemps, avant même les frères musulmans. Ceux qui étaient à la mode, ça c'est les années 80-90, c'était le tablir. Tablir, c'était plus ou moins une secte qui venait du Pakistan, qui allait évangéliser et qui était appréciée des élus locaux parce qu'ils remettaient dans le droit chemin un certain nombre de jeunes, notamment tentés par le trafic de drogue ou la délinquance. Puis après, il y a eu plutôt la dynamique des frères centrés sur l'action sociale. Puis après, il y a eu les salafistes centrés sur un discours religieux très, très, très normatif. Et puis après, il y a eu une sorte de métissage entre un peu tout ça, mais qui a gardé la dimension prosélyte qu'évidemment on a retrouvée chez les djihadistes. La troisième chose, c'est la centralité du prophète, la figure prophétique, que ce soit Jésus ou que ce soit Mohammed. Et du coup, l'imitation du prophète. Il n'y a pas qu'en France au XIXe siècle qu'on a imité Jésus-Christ. Aujourd'hui, les jeunes musulmans, et notamment les plus rigoristes, eux, leur référence de comportement, c'est le prophète. Du coup, c'est le 7e siècle. Et c'est ça, les salafistes, c'est là où ils trouvent leur force. Mais cette force, c'est aussi une force de fierté. Le 7e siècle, c'est l'acmé de la puissance musulmane. Et donc, on va imiter le comportement des musulmans au 7e siècle, qui étaient les combattants, qui étaient aussi ceux qui avaient du succès, quand nous, on n'en a pas trop, parce que leur place dans la société, elle est plutôt périphérique que centrale. Donc, ces dimensions évangéliques et on ne va pas dire djihadistes, mais salafistes, c'est très important parce que ça a à voir, d'abord ça montre que ça concerne pas seulement les musulmans, c'est une dynamique vraiment des jeunes, des quartiers populaires. Les évangéliques, ils ont en général pas exactement les mêmes origines. Il y a pas mal de gens qui viennent des Antilles, et puis il y a beaucoup qui viennent d'Afrique subsaharienne, en général un peu plus au sud que les pays musulmans, enfin notamment des pays où il y a des chrétiens et des musulmans. Et puis il y a les dynamiques américaines aussi, hein. Américaines, brésiliennes, etc. Enfin, il y a beaucoup d'argent chez les évangéliques, un peu comme il y a plus, beaucoup d'argent étranger en France lié à l'islam. Donc, il y a des stratégies parallèles mais identiques. Et puis, ce qui est essentiel aussi à comprendre, je pense, c'est ce que dit Olivier Roy. Olivier Roy, il explique que les jeunes aujourd'hui consomment de la religion. Ils consomment de la religion comme ils consomment des marques. Lui, il appelle ça la sainte ignorance. En fait, c'est l'ignorance de la culture. C'est la religion sans la culture. Parce que ce sont des nouvelles religions. Et parce que ce sont des nouvelles religions, du coup, fabriquées, pensées, imaginées par des jeunes d'aujourd'hui, avec les codes des jeunes d'aujourd'hui. Donc, ils ont laissé tomber tout ce qui les embêtait. Ils ont pris ce qui était normatif. Et on se retrouve avec des influenceurs qui sont des mélanges de coachs religieux, d'acteurs du développement personnel. Et dans certains cas, en fait, le développement personnel, ça va jusqu'à la violence ou la recommandation de la violence. Après, c'est intéressant, quand on regarde le détail des profils et des parcours, on se rend compte qu'il y a deux profils. Il y a ceux qui sont passés, et c'est plutôt les généraux, ceux qui étaient vraiment capés, qui étaient passés par le salafisme, et qui avaient, en gros, ils avaient bossé. Bon, ils avaient bossé dans les années 2000. Un certain nombre d'entre eux étaient partis, avaient appris l'arabe, le Coran, etc. Et puis il y a ceux, un peu plus tard, vous savez, tous ceux qu'on disait, on ne comprend pas, ils buvaient de l'alcool, il était sympa, inséré, il parlait aux filles, etc. Puis du jour au lendemain, il s'est radicalisé. Ça, c'est 50-50 sur notre base de 700. Mais ce n'est pas exactement le même profil des uns et des autres. Bon, comment on a fabriqué les deux profils? Avec un certain nombre de questions. De quand date leur fondamentalisme? De quand date la reconversion? De quand date le côté ostensible de leurs pratiques religieuses? Est-ce qu'ils ont fréquenté des réseaux islamistes, etc.? Est-ce qu'ils sont partis en Égypte, au Yémen, qui étaient les deux grands pays de formation? Voilà. Et on arrive à ces deux dynamiques-là, le SAS islamiste et puis ce qu'on a appelé les djihadistes express. Et du coup, ça ne donne pas exactement la même chronologie du djihadisme des années 2010.
Bon, en gros, ils sont nés à peu près tous au même moment, hein, donc au tournant des années 80-90. Ceux qui sont passés par le salafisme ont connu la rupture religieuse plus tôt, et ils ont ensuite investi culturellement, intellectuellement, idéologiquement, pour suivre la voie d'imitation. Et donc, il y en a une partie d'entre eux qui est partie pour se former, souvent dans la banlieue du Caire ou au Yémen, parfois un peu en Syrie. Et eux, ils sont arrivés au moment de l'éclosion de la crise syrienne. D'une certaine manière, ils étaient prêts. Et parmi eux, il y a des gens du sud-ouest, alors pas de Strasbourg, hein, mais la cellule de l'Artigat, qui était dans l'Ariège, qui a été montée par un ancien frère musulman et qui a été beaucoup fréquentée par le premier djihadiste de cette génération, Mohamed Merah. Et puis les frères Klein, etc. Et donc là, il y a eu une sorte de précipité, un travail de préparation idéologique qui a duré une dizaine d'années et qui a formé en fait une dizaine de cadres qui sont devenus soit Mohamed Merah, soit les cadres français de Daesh. Il y en a beaucoup qui venaient de l'Artigat. Et puis il y a la deuxième génération. Là, c'est des gens un peu plus jeunes et surtout beaucoup moins formés. Et eux, en gros, il y avait les généraux, les lieutenants djihadistes, et eux, ça a été la troupe. Et eux, ils sont partis 2013-2014, quand il y a eu cette très grande masse de départ vers la Syrie, en général en passant par la Turquie, avec des jeunes qui, pour le coup, étaient moins sachants en religion, qui parlaient en général pas arabe, qui pour une partie d'entre eux avaient pu voir un certain nombre de vidéos sur les réseaux sociaux qui les avaient fascinés, avec aussi une dynamique, puisqu'on dit que Bachar al-Assad est le nouvel Hitler, il faut qu'on aille se battre contre le nouvel Hitler. Dans ce parcours, il y a deux cas qui sont vraiment intéressants, c'est les femmes et les djihadistes. Donc les femmes, en France, 2 fois plus qu'en Belgique. Un peu plus qu'en Allemagne et au Royaume-Uni, et surtout la moitié des femmes qui sont des convertis. Donc 20% des djihadistes, mais parmi elles, la moitié sont des convertis. Donc beaucoup plus de convertis que chez les hommes. Pendant longtemps, on a cru que les femmes étaient des victimes des hommes. C'est pas ça la réalité. Enfin, je parle des femmes djihadistes, en général des femmes. Les femmes, elles participent à ce qu'est fondamentalement le djihadisme. Le djihadisme, c'est pas seulement une action violente ou terroriste. C'est un projet de société. Et donc, dans la société djihadiste, les femmes ont une place. Pas très enviable. Mais elles ont une place. Et quand elles ont rejoint le djihadisme, elles savaient, pour une partie d'entre elles, ce qu'elles allaient faire. Alors, en général, elles n'imaginaient pas la violence de Raqqa. C'est ce qu'elles ont dit quand elles sont revenues. Mais elles étaient là pour constituer la société djihadiste avec un rôle, c'était d'être les épouses des généraux et puis de faire des enfants. Mais, elles disent par leur parcours ce qu'est le djihadisme. C'est pas seulement un truc de toqués qui regardent des réseaux sociaux, qui font des jeux vidéo, éventuellement influencés par des émirs salafistes. Non, c'est un projet de société qui est un projet alternatif. Et les convertis, ils disent un peu la même chose. Alors, en France, on est à 25-30%, là aussi beaucoup plus que la Belgique. Mon hypothèse, c'est qu'en Belgique, les communautés sont beaucoup plus fermées les unes sur les autres. Et en France, dans les quartiers populaires, il n'y a pas une communauté. Il n'y a pas les Turcs d'un côté, les Marocains de l'autre. Il y a un très grand mélange. Et par ailleurs, comme il y a une très forte concentration de l'immigration dans un certain nombre de quartiers, les convertis, c'est souvent tout simplement les copains du quartier qui étaient franco-français ou portugais ou espagnols d'origine, mais qui en fait ont rejoint leurs copains qui étaient eux plutôt d'origine maghrébine. Si on regarde Trappes, c'est la commune où il y a le plus de départs, 87 à peu près. En fait, Trappes, il y a une très forte concentration d'immigration, beaucoup de Marocains et beaucoup de convertis. Et les convertis, c'est vraiment les copains, c'est vraiment les potes des jeunes franco-marocains qui sont partis. Et eux, ils disent la même chose que les femmes. C'est-à-dire que le djihadisme,
c'est un projet global. Ce n'est pas seulement un projet religieux, c'est un projet global. Ils sont issus donc des mêmes quartiers. Ils sont souvent plus extrémistes que les autres, parce qu'en général, les convertis à une religion, ils sont plus intransigeants, parce que plus littéralistes, etc. Et ils sont surtout beaucoup plus nombreux chez les djihadistes que chez les musulmans. Les musulmans considèrent qu'il y a à peu près 5% de convertis dans la population musulmane en France aujourd'hui. Ben, vous voyez, chez les djihadistes, c'est 25 à 30%. Donc, ce qu'ils ont été chercher, ce n'était pas de l'islam. C'est cette nouvelle religion avec une dimension violente importante. Après, on a regardé les réseaux d'engagement. Tout le monde parlait des réseaux sociaux, d'Internet. Il a été converti, il a rencontré les djihadistes sur les réseaux. Alors, ça existe un peu, mais derrière les réseaux, il y a toujours quelqu'un. Le gars qui part avec une adresse IP, qui n'a jamais rencontré un djihadiste en vrai de sa vie ou un recruteur, en fait, ça n'existait pas. La prison était un endroit assez fertile, mais en fait, pour cette génération-là, il y avait très peu de djihadistes en prison en 2010-2011. En fait, ils sont arrivés à partir de 2015-2016. Et le vrai lieu de recrutement, c'est les quartiers. Et c'est les quartiers avec des connexions très fortes entre les uns et les autres. Alors ça, là, on avait reconstitué les connexions entre les chefs, enfin les chefs, les sous-chefs, etc. Les connexions, elles sont assez fortes. Ça, c'est l'Île-de-France. Et là, vous avez 5 cellules. Celle intramuros, de l'ouest, de l'est, et puis les différentes cellules de Seine-Saint-Denis. Tout ça, c'est des gens qui se connaissent. Ce pas des gens qui ne sont jamais vus ou qui se sont uniquement contactés sur les réseaux sociaux. Ils se connaissent aussi pour une raison très simple, c'est que c'est quand même légèrement contrôlé. Et donc, en fait, les réseaux sociaux, très très vite, les services de renseignement les ont investis. Et donc, il fallait des contacts directs entre les personnes. Et puis là, on parle de petites cellules, on parle de quelques individus qui ne se retrouvaient jamais à la mosquée, mais au kebab. Le kebab est le lieu de rencontre. Et ça dit quelque chose. C'est un lieu communautaire, identitaire. Ce n'est pas un lieu religieux. Le djihadisme, c'est une dynamique qui est beaucoup plus que religieuse. Et en général, par ailleurs, les mosquées étaient très contrôlées. Évidemment, les kebabs, beaucoup moins. Je ne sais pas si vous avez vu le film Les Misérables. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Les Misérables, ils sont les salafistes, ils sont au kebab, ils ne sont pas à la mosquée. Et les policiers, ils viennent parler aux salafistes au kebab. Et le kebab est le lieu de... Et donc, pourquoi c'est important? Parce que, en fait, pour avoir des djihadistes, et ça dit quelque chose sur l'engagement idéologique, il y a un certain nombre de conditions nécessaires. Ils sont quasiment tous dans les quartiers politiques de la ville. Très souvent, c'est des quartiers où il y a une recomposition religieuse depuis longtemps. C'est-à-dire, il y a les évangéliques qui travaillent, mais il y a depuis les années 80 le Tablir, les frères musulmans, des phénomènes liés, par exemple, au terrorisme algérien, etc., des années 90. Donc, c'est des territoires où ça travaille. Il y a une présence islamiste au sens large qui est forte, vraiment très forte, mais s'il n'y a pas un recruteur, il n'y a pas de djihadiste. Donc un recruteur, c'est un recruteur physique, c'est quelqu'un, c'est une personne. À Trappes, 87 départs, à Chanteloup-les-Vignes, qui a à peu près les mêmes caractéristiques, 0. Chanteloup-les-Vignes, il n'y a jamais eu de recruteur. Et puis il y a une histoire islamiste qui est plus faible. Et pourquoi? Parce que c'est des systèmes de petites cellules avec des généraux, des lieutenants, des soldats. Donc il faut le lieutenant et il faut le sergent recruteur. Parce que sinon, il n'y a pas de départ, il n'y a pas de passage à l'acte. Bon, je passe à Adrien Guial, un parcours assez intéressant, enfin très caractéristique. Et en gros, si on regarde les dynamiques, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le djihadisme arrive en France à la fin des années 2000, début des années 2010, qu'ensuite, il est dévié vers la Syrie, c'est-à-dire qu'ils sont aspirés vers la Syrie, mais ceux qui s'étaient préparés dans les années 2005-2006, compris les gens du Sud-Ouest, Mohamed Merah, eux, leur sujet, ce n'était pas la Syrie. Donc, ils étaient déjà là. Mais ils ont été aspirés vers la Syrie.
Et la Syrie a démultiplié le nombre. Parce qu'il y avait là-dedans des jeunes qui n'étaient pas seulement des idéologues, comme c'était plus le cas avec les salafistes agressifs. Et puis, on est depuis 2016-2017 dans la fin de cette période-là. On n'a pas eu beaucoup d'attentats, ou très peu, avec des gens qui sont retournés. Mais maintenant, on est plutôt avec des individus isolés, qui en général ont été identifiés avant, ont sonné sur les réseaux sociaux, sur la plateforme Pharos notamment, et qui passent à l'acte tout seuls. Bon, tout seuls, sauf qu'ils ont été endoctrinés pendant un certain nombre d'années. Et d'une certaine manière, ils ont... c'est les queues de comète, parce que tout le travail qui a été fait depuis 10 ou 15 ans par les salafistes agressifs et les djihadistes, ça résonne encore. Et là, ce qui est intéressant et un peu inquiétant, c'est que c'est même plus... Là, pour le coup, il n'y a plus d'organisation, il n'y a plus de recruteurs, il y a effectivement des types tout seuls. Mais quand on regarde qui ils fréquentent, ce qu'ils pensent, comment ils sont organisés, on voit qu'ils sont tous dans ce bain-là de salafistes djihadistes. Et du coup, la Syrie, la prison, les quartiers Internet, quand on a fait ce travail, ça date d'il y a 3 ans, la question pour nous, c'était est-ce qu'on va être sur un djihadisme armé, c'est-à-dire une nouvelle vague, ou est-ce qu'on va être sur une forme de djihadisme idéologique, avec une salafisation des esprits plus ou moins agressive, plus ou moins violente. Pour l'instant, on est plutôt dans la deuxième catégorie. Il n'y a quasiment pas de groupe armé ou de cellules qui préparent des attentats, comme on a pu le connaître dans les années 2010. Bon, pour autant, est-ce qu'il ne va plus y en avoir ? La réponse est non. Est-ce qu'il n'y a pas des jeunes qui sont en train de se radicaliser ? Ça, vous le savez mieux que moi. La réponse est non. Et il y a une caractéristique nouvelle par rapport à la génération d'avant, c'est maintenant il y a des jeunes très très jeunes. Il y a des gamins de 12 ans, 13 ans, 14 ans, qui sont y compris arrêtés par les services de renseignement au moment où ils font du repérage. Et ça n'existait pas il y a 10 ans. Mais c'est peut-être aussi, comme sur le trafic de drogue, on voit des nouveaux cas avec des jeunes qui sont de plus en plus jeunes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a 1000 choses à faire. La première chose, c'est comprendre, et là aussi ça a pris un petit peu de temps, que tout ça a quand même à voir avec la religion. Parce que pendant longtemps, on disait mais non, c'est pas. Les musulmans disaient mais non, c'est pas l'islam. Et puis dans un pays laïque où en fait on a perdu les codes religieux, où on a beaucoup de difficultés à considérer l'objet religieux, à le comprendre, on disait non, c'est pas religieux, c'est sectaire par exemple. Moi, je pense que c'est religieux au sens où c'est des jeunes qui vont chercher une règle de vie, qui vont chercher un sens à leur vie, qui vont chercher une communauté de vie. Etc. Et donc, il y a plein de réponses. Mais parmi les réponses, et en général celles qui sont le moins mises en œuvre, il y a la réponse religieuse. Et dans la réponse religieuse, il y a le contre-discours. Alors, ça, je reprends le plan du gouvernement sur le séparatisme islamiste. Ce qui manquait, c'était le contre-discours. On peut faire de la sécurité. On fait en général pas beaucoup de prévention parce qu'on ne sait pas très bien quoi faire. Et puis, si on fait de la prévention, ça veut dire mettre un peu d'efficacité, la promesse républicaine, l'égalité, les quartiers pauvres. Franchement, ce n'est pas la dynamique qu'on prend. Mais comme on ne veut pas parler de religion, en fait, on laisse le champ religieux totalement ouvert aux influenceurs de toutes parts. Et du coup, on a une approche qui est très sécuritaire, nonobstant l'action sociale que vous menez, mais avec peu de prévention en amont, je parle de l'ensemble des efforts publics, et notamment peu de prévention avec des outils religieux, et puis peu d'action en aval quand il s'agit de désengager des gens dangereux, qu'ils soient en prison, qu'ils soient fichiers S, ou qu'ils soient identifiés via notamment la plateforme Pharos. Et ça, je pense que c'est un trou noir très important dans l'action contre la radicalisation. On ne peut pas considérer que c'est une néo-religion et dire en fait on ne va pas lui opposer des arguments religieux.
Et là, je voudrais vous montrer, alors je ne sais pas si ça va marcher. Il y a quelques acteurs qui ont essayé de produire un discours alternatif. Alors comment ça marche le discours alternatif? Si c'est un discours public, c'est mort. Je parle de l'État. Si c'est un discours religieux institutionnel, c'est mort. Mosquée de Paris, le CFCM, c'est mort. Ce qu'il faut, c'est que soit ce soit des gens qui leur ressemblent, soit des gens qui ne leur ressemblent pas, mais qui ont, d'une façon ou d'une autre, une forme d'autorité, enfin, qu'ils reconnaissent une autorité, et qui parlent des sujets, surtout, qui parlent des sujets qui les intéressent. Donc, Jacqueline Chabi, c'est une femme, pas en général les vecteurs chez les islamistes, salafistes, excités, qui sont les plus écoutés. C'est une femme, elle n'est pas musulmane. Par ailleurs, elle a 82 ans. C'est une très grande historienne, notamment des premiers temps de l'islam. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un programme qui s'appelle Les mots du Coran, où elle raconte l'histoire des premiers temps de l'islam en déconstruisant les mots. Vous savez pas, en arabe, quand on retourne à la racine des mots, en fait, on fait aussi l'histoire de la société, l'histoire de l'évolution de la société. Donc, c'est ça qu'elle fait. Et puis, elle prend des mots, elle prend le mot voile, elle prend haram, etc. Et puis, elle parle comme si elle s'adressait à des jeunes. Elle a 240 000 followers sur Facebook, 12 millions de total vues sur les réseaux. Alors, attends, je vais voir si ça marche. Elle dit bien qui elle est, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans le champ religieux. D'ailleurs, elle n'est pas musulmane. Elle, c'est une historienne. Et donc, elle applique les méthodes historiques et critiques au discours religieux. Mais pourquoi ça marche? Parce qu'en parlant des origines de l'islam, elle parle de ce qui intéresse les jeunes qui vont chercher de la fierté. Je vous disais, les premiers temps de l'islam, c'est la fierté. Et puis elle le raconte. Et elle ne le raconte pas avec un ton vertical, où elle dirait « je suis savante et toi tu es ignorant ». Elle se met à disposition, elle se met au même niveau, par la mise en scène. Et puis en même temps, elle fait passer des petits messages. Et je vais essayer de... Allons voir ce que nous dit la grammaire. Tout d'abord, Al-Qur'an, c'est devenu un nom propre. Comme à notre habitude, on enlève toutes les voyelles. À l'exception de l'article Al qui est lié au nom propre, il nous reste donc le Q, le R et le N. Sauf qu'ici, le N, c'est un suffixe. Il n'appartient donc pas à la racine. La troisième consonne, en fait, on ne la voit pas, c'est le Hamza. Tu te souviens? C'était la première consonne de Umma. Nous avons donc ici la racine qui est Q, R, Hamza, qui nous donne le verbe qara'a. Qara'a, en arabe moderne, tout le monde sait ça. L'arabe moderne, la langue d'aujourd'hui, c'est le verbe lire. Qur'an, ce serait donc le fait de lire. Allons voir ce que nous dit la grammaire. C'est de haut niveau, hein, parce qu'elle ne fait pas du tout de la vulgarisation bas de gamme, mais elle essaye d'expliquer de façon très pédago ce que la dynamique du texte. Et on a regardé, en fait, qui étaient les gens qui la suivaient. Et on a pris pour ça les contenus les plus clivants. Donc 3 vidéos, un sur les koufars, un sur la place de la femme, et puis un sur les juifs. On a regardé les commentaires. Puis on a classé ces commentaires suivant une échelle de rejet jusqu'à adhésion. Et on a analysé 400 profils. 400 profils, 1400 commentaires. Et la moitié des commentaires étaient positifs. Et 20% des commentaires positifs ont été émis par des gens qui étaient exposés à des contenus salafistes. Comment on le sait? Parce qu'en fait, avec ce niveau-là, avec ce nombre, on a été chercher un à un les pages Facebook des gens qui répondaient. Et puis on a regardé qu'est-ce qu'ils regardaient par ailleurs. Et 20%, enfin, discours rigoriste salafiste, et la moitié, discours islamique un peu plus éclectique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ce qui est ma conviction, mon intuition depuis le début,
qu'on a des jeunes qui ont des questions identitaires. Qui suis-je? Qui trouvent dans l'islam une réponse et qui vont trouver dans un islam de la fierté, de l'affirmation, etc., qui est diffusé par des gens qui leur ressemblent, une forme de réponse globale. Et comme il n'y a aucune autre offre pour eux accessible, notamment via les réseaux sociaux ou via les quartiers, les copains du quartier, mais l'influence, elle se fait sur les réseaux sociaux, ben en fait, ils vont vers l'offre rigoriste qui, dans certains cas, peut dégénérer. Et si on est capable de produire, si les musulmans, des musulmans, un musulman, j'en sais rien, est capable de produire une offre alternative, ben en fait, elle va faire venir à elle, si évidemment elle est bien marketée, si elle est sur les bons réseaux, aujourd'hui il faut être sur TikTok, si elle répond aux questions qu'il se pose, ben en fait elle va faire venir à elle un grand nombre de jeunes qui ne cherchent pas de la radicalité, qui cherchent des réponses musulmanes à des questions qu'ils ont formulées sous un angle musulman. Un autre exemple, c'était ça, c'est Merveille d'Islam, il y a un peu moins de monde. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont produit du contenu pour des plus jeunes, notamment des cartoons, où ils racontent, pareil, les premiers temps de l'islam, parce que c'est ça qui marche. Sauf qu'au milieu, ils mettent le cas d'une femme imam. Femme imam pour des salafistes aujourd'hui, c'est imaginable. En fait, ils racontent que du temps du prophète, il y avait une femme imam. Lui, Farid, c'est un ancien dirigeant des jeunes frères musulmans en France, qui fait du stand-up, et en vrai, il se moque un peu d'eux. Il parle à un autre public, c'est des gens un peu plus âgés, plus éduqués, avec qui il leur dit, écoutez, maintenant les gars, soyez sérieux. Et il le fait sur un mode comique grinçant. Et il y en a un qu'il faut vraiment que vous voyez. Alors, attendez, je vais essayer de sortir. Puis Alors lui, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le plus important musulman de la sphère francophone. C'est lui. Il vient de partir à Dubaï il y a 2 ans. Il a été victime d'une tentative d'assassinat en 2019. Il était imam autodidacte, autoproclamé à Brest. Il avait été célèbre un peu après le Bataclan parce qu'il y avait une vidéo de lui qui était sortie où il disait « Si tu écoutes de la musique devant des jeunes, tu seras changé en singe ou en porc ». Bon, il a, alors je ne sais pas si vous voyez en bas là, ça c'est YouTube. YouTube, ce n'est pas le réseau où on a le plus d'abonnés. 2,6 millions. C'est pas une manière que le prophète alayhi salatu wassalam a expliqué la chose. Car nous, la Qibla, elle ne sera pas Le racisme, c'est halal ou c'est haram? Lui, c'est donc le plus important influenceur musulman / islamiste, on peut définir le terme. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il répond à toutes les questions que se posent les jeunes. Il leur donne des conseils de vie, de comportement, de relations. Et ce qu'il fait, c'est qu'il islamise tout. C'est-à-dire que toutes ces réponses s'inscrivent dans un cadre religieux. Et ce cadre religieux, ce n'est pas n'importe quel cadre religieux. C'est un cadre qui était à l'origine vraiment saoudien, wahhabite saoudien, qui a évolué un peu aujourd'hui parce qu'il s'est recentré, notamment après le Bataclan, etc. Il a passé un DU de laïcité que l'ancien maire de Rennes lui a remis avec beaucoup de fierté. Mais ses références religieuses restent, on va dire, très conservatrices. Mais il a un talent extraordinaire pour capter l'attention des jeunes, pour comprendre leurs questions, et puis aussi pour faire un business. Il a monté ça. Alors, on va suivre les événements. Et je ne sais pas si ça vous fait penser à une plateforme un peu plus généraliste. Ça s'appelle Dini TV, en arabe c'est Ma Religion, ça coûte 29 € par mois, et ça a pour ambition d'être le Netflix de l'islam. Voilà, il a fait ça avec 1 ou 2 autres prédicateurs bien connus. Et là, il y en a pour tout le monde, les enfants, les femmes, les parents, et avec, sur cette plateforme, vous avez tout ce que
cette nouvelle génération fréro-salafiste a envie de transmettre comme idéologie, comme lecture de la religion et comme comportement. Vous voyez, cette vidéo, en fait, il va parler du foot et des supporters. Et il fait des cours de morale, en fait. Il fait des cours de maintien, on pourrait dire d'une certaine manière. Les supporters de foot, c'est bien, mais il ne faut pas qu'il y ait de débordement. Pourquoi ? Parce que le prophète de l'islam a dit il ne faut pas qu'il y ait de débordement, il faut respecter la société et il ne faut pas qu'il y ait de la violence. Voilà. Et ça, il fait ça sur tous les sujets de la vie en société et toutes les questions individuelles. Et ça lui donne un pouvoir extraordinaire. Des influenceurs, enfin des manipulateurs de symboles, si on enlève les joueurs de foot, les artistes, les acteurs, les chanteurs, en fait, des gens qui ont cette audience, à part le président de la République, il n'y en a pas. Voilà. Merci. Merci. On va passer aux questions maintenant. Est-ce qu'il y en aurait dans la salle, dans l'immédiat ? Pour rebondir un peu à ce que vous venez de dire, là, sur finalement le fait qu'il y avait déjà de grosses cellules salafistes, djihadistes en France, et que finalement, l'ouverture s'est faite avec l'offre syrienne. Alors ma question est, s'il n'y avait pas eu cet appel d'air vers la Syrie, qu'est-ce qui se serait passé ? Il se serait passé Mohamed Merah et d'autres Mohamed Merah. C'est-à-dire des attentats en France, d'individus, mais connectés avec des cellules. Il y en aurait eu à Paris, il y avait la cellule des Buttes-Chaumont, par exemple, qui a donné les frères Kouachi. Les frères Kouachi, ce n'est pas encore cette génération-là. Hein. C'est-à-dire c'est des jeunes qui ont été préparés dans une autre cellule, comme Mohamed Merah était préparé dans la cellule de l'Artigat. Il y en aurait eu comme ça, je ne sais pas, 3, 4, 5. Il y aurait eu 10 fois moins de djihadistes, parce que la Syrie a vraiment constitué un appel d'air et puis amplifié le phénomène. Il y aurait eu quand même beaucoup de problèmes. J'ai cru aussi comprendre dans votre ouvrage, ensuite Bruno, je te passerai, que finalement, lorsqu'on est djihadiste terroriste un jour, on est djihadiste terroriste toujours ? Ça, on ne sait pas très bien. Est-ce qu'on peut déradicaliser ? Moi, je pense, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faut être aussi ambitieux. Je pense que si on peut déjà désengager, c'est formidable parce que en fait, le risque de passage à l'acte devient beaucoup moins important. Et comment on fait pour désengager ? Il faut faire douter. Et comment on peut faire douter ? Il y a plein d'outils, mais l'argument religieux en est un. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à une question assez existentielle que je retrouve beaucoup quand j'interviens auprès de professionnels, que ce soit en protection de l'enfance ou ailleurs, mais quand même pas mal en protection de l'enfance. C'est comment je fais pour distinguer ce qui ressort du fondamentalisme, du rigorisme, de ce qui ressort de la radicalisation et du risque de passage à l'acte violent. Parce qu'il y a effectivement quelque chose qui est super compliqué quand on est éduc, psy ou voilà, quel que soit le métier, mais dans les métiers de la relation, c'est qu'en démocratie, on a le droit d'être fondamentaliste. Ça nous emmerde souvent dans notre secteur parce que ça vient remettre en cause des fondamentaux éthiques qui structurent nos professions, l'égalité homme-femme, la démocratie, etc. Mais bon, voilà, on n'est pas tous obligés d'être d'accord en démocratie, quoi. Et donc c'est vrai que c'est souvent quelque chose d'assez compliqué. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez pu un peu travailler, là plus dans la deuxième partie sur le contre-discours, etc. Contre-discours est un élément de réponse. Mais effectivement, nous, dans le travail social, dans le champ médico-social, on se sent pas forcément hyper à l'aise pour travailler ces questions-là. Voilà, sur ces questions, qu'est-ce que vous pouvez en dire ? C'est une des grandes complexités du phénomène, c'est que personne n'écrit « attention, je suis dangereux ». Et personne, d'une certaine manière, ne le sait. C'est une trajectoire. Alors, la trajectoire, elle peut trouver un moment d'accélération,
à l'évidence, la Syrie a été un élément d'accélération parce que tout d'un coup, il y a eu une propagande extrêmement importante. Et puis, malgré tout, vous voyez, sur ceux qui sont passés à l'acte, enfin les terroristes, ils ont quand même des caractéristiques personnelles assez spécifiques, au sens où ils ont quand même souvent beaucoup de problèmes, avant. Et ces problèmes, ils ont été en partie identifiés. Et ils trouvent dans le djihadisme, dans l'idéologie djihadiste, une sorte de raison suprême de passage à l'acte, soit individuel, soit collectif. Donc, cela, je pense qu'on peut... Enfin, il y a des outils pour les détecter un peu, et puis il y a quand même le type de discours, le type de référence, y compris de références religieuses, qu'ils utilisent, parce qu'ils peuvent utiliser les mêmes que les djihadistes. C'est le procès de l'assassinat de Samuel Paty. Les références du djihadiste Anzorov, son environnement familial, etc., bon, enfin, c'était pas inimaginable en regardant seulement la partie idéologique, qu'on ait affaire à un individu qui pouvait potentiellement être dangereux. Après, je suis bien d'accord avec vous. En démocratie, on a le droit d'être contre la démocratie. Enfin, ce qui est leur cas. Hein. Et les démocrates doivent respecter le fait qu'on est contre la démocratie. Et donc, il y a sujet de où est-ce qu'on met la ligne. Alors, il y avait, je crois que c'était un ancien ministre de l'Intérieur allemand qui disait on ne peut pas interdire tout ce qu'on veut combattre. Bon. Moi, je crois qu'on ne peut pas interdire tout ce qu'on veut combattre. Et je le rappelle assez souvent, notamment quand on parle au ministère de l'Intérieur ou à certains milieux intellectuels français. En fait, ce serait quand même plus simple s'il n'y avait pas de musulmans. Bon. Ou en tout cas, s'ils apparaissaient jamais. Bah, en fait, oui, mais non, c'est pas ça la promesse républicaine. C'est qu'on a le droit d'être musulman, on a le droit d'être islamiste, on a le droit de le revendiquer. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est appeler à la violence, appeler à la discrimination, et puis évidemment, encore moins passer à l'acte. Donc, et parfois, quand on est agressif sur le thème, bah, en fait, on ne veut pas que vous soyez différents de nous, bah, ça n'a qu'une conséquence, c'est qu'ils ont envie d'être encore plus différents. Évidemment, et notamment quand on est jeune, on aime la provocation. Donc ça, c'est un élément essentiel du comportement des acteurs publics, c'est qu'ils doivent comprendre à la fois comment ne pas braquer, comment ils doivent respecter l'environnement dans lequel on est, et quand, heureusement il y en a moins en ce moment, mais quand il y a eu toutes ces vagues terroristes, ben en fait c'était assez naturel de vouloir ratisser large, parce qu'on se disait au moins on protège, hein. Et vous voyez, quand il y a un type qui est sorti, qui est passé à l'acte, les conséquences que ça peut avoir, terroriste ou pas. Mais c'est aussi la question que pose le terrorisme. Par définition, il remet en cause l'équilibre démocratique. Parce que les institutions de la démocratie vont vouloir aller contre elles-mêmes. Parce que c'est beaucoup plus facile d'être une dictature et de lutter contre le terrorisme. Dans les pays du Golfe, en fait, ils mettent une balle dans la tête du gars. Et puis, ils disent aux autres, bah, en fait, si tu ne fais pas exactement ce qu'on te dit, et si tu dévies un tout petit peu, on va faire pareil. Bon, alors on peut considérer que là, il y a un effet dissuasif, pas pour tous, hein, mais bah, en fait, nous, on ne fait pas ça. Je pense qu'il faut être fier de ça. Et en même temps, ça donne une fragilité dans la réponse. Oui, bonjour, merci pour la qualité de votre intervention. Vous avez parlé de contre-discours, et il était là plus basé sur la religion. Est-ce qu'on peut avoir un contre-discours républicain, sociétal, politique, pour justement éviter d'aller jusqu'au djihadisme, parce que même déjà avant, on peut déjà se poser quelques questions à ce niveau-là. Alors, je pense que les institutions, elles sont dans leur rôle. Les institutions, il faut qu'elles répètent, diffusent les valeurs des institutions. Après, croire qu'on va désengager des djihadistes un peu chevronnés en leur disant article 1 du catéchisme, la laïcité, article 2, l'égalité, article 3, la liberté de la femme. En fait, la réponse, c'est non. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça sert à parler à d'autres gens.
Ça, c'est important, c'est nécessaire. Mais il ne faut pas croire qu'on va ramener dans la voie commune, avec ce discours-là, des gens qui l'ont quitté. Leur confiance, j'anime une association qui lutte contre le complotisme. Et on teste, donc c'est vraiment des jeunes qui sont très, très, très éloignés, on va dire, de la norme commune. Et on les teste, on les forme et on les teste avant la formation. Il y a 2% qui ont confiance dans les institutions. Et eux, je pense que c'est exactement la même chose. Donc, si vous leur dites croyez dans les institutions, ils vous disent mais si je suis là, c'est parce que je ne crois pas dans les institutions. Je ne crois pas dans les discours des institutions. Et d'ailleurs, j'ai raison parce que regardez dans quel état je suis par rapport à l'ensemble de la société. Je suis discriminé, je suis complètement marginalisé, je n'ai pas le droit d'exprimer ma religion, on me déteste, etc. Donc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, eux et nous. Quand on commence à construire le eux et nous, je pense qu'on peut ajouter la question de la pureté, parce que la pureté, c'est très important dans la dynamique djihadiste, notamment chez les filles. C'est une façon, il y a beaucoup de djihadistes qui ont un passé délinquant, ils se sont purifiés. Chez les jeunes filles, on sait qu'il y en a un certain nombre qui ont été victimes d'agressions sexuelles, etc. Et donc, il y a le djihadisme, le passage par la religion dans sa voie extrême était une façon de se purifier. Donc, si vous mettez eux et nous, une vision du monde, eux et nous, conflictuelle, avec en plus une dimension de pureté, en fait, la dynamique de la violence, elle arrive assez vite. Donc, il faut le faire. Après, franchement, c'est pas comme ça qu'on va traiter le problème de façon efficace. Bonjour monsieur, merci de votre intervention. J'ai envie de revenir sur ce que vous avez dit depuis que vous avez commencé votre intervention, notamment par rapport à ce phénomène-là qui n'est pas un phénomène français, mais qui est un phénomène exporté. Si j'ai bien compris, vous avez parlé, il y a quand même quelques points communs par rapport aux personnes qui sont auteurs, qui sont djihadistes, notamment qui viennent des quartiers prioritaires, pauvres, discriminés. Et ce qui les a amenés à avoir cette rupture avec le religieux, avec le spirituel, pour finalement chercher vers une quête d'identité et une appartenance. Moi, je voudrais vous poser la question par rapport aux politiques sociales, notamment en matière d'éducation, justice et prévention. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on se rappelle très bien, pour ne pas éviter d'aller chercher son guide au kebab, est-ce que on se rappelle très bien qu'il n'y a plus dans les années 2000, il n'y a plus de police de prévention. Il y a énormément des associations de prévention qui travaillent sur le terrain à qui on a coupé les financements. Oui, est-ce qu'on ne peut pas éradiquer, mais est-ce qu'on peut quand même, ce travail que vous avez fait, nous amener à reposer la question par rapport aux politiques sociales existantes et comment elles doivent intervenir pour pallier, pour changer, pour améliorer, pour un monde meilleur, même si c'est pas l'utopie qu'on cherche, mais quand même, comment? Qu'est-ce que vous en pensez des politiques sociales actuelles existantes? Moi, je pense que les politiques sociales ont un rôle essentiel. Et ce rôle, c'est d'inclure. Et je le vois d'un autre point de vue. Je prends le travail que font les organisations qui sont liées aux frères musulmans ou qui sont les épigones des frères musulmans. Les frères musulmans, c'est une confrérie, c'est une organisation très centralisée. D'une certaine manière, ça n'existe plus en France. Mais il y a une façon de faire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'action sociale tout le temps. Et ils font ça depuis la naissance des frères musulmans, 1928, en Égypte. L'action sociale, c'est quoi? C'est la parentalité, c'est s'occuper des enfants, c'est l'insertion professionnelle des jeunes, c'est les cours, c'est pas la religion. C'est pas la religion. La religion, ça vient après, et d'une certaine manière, c'est implicite. Personne, les gens qui sont proches des frères, leur façon de faire, c'est pas d'écrire voilà le parti des frères musulmans. Leur façon de faire, c'est écoutez, moi je vais vous aider. Et puis, notamment dans les pays arabes, contrairement aux dirigeants, je ne suis pas corrompu. Et avec ces deux promesses, en fait, ils ont fait un succès extraordinaire.
parce que tant qu'ils n'étaient pas au pouvoir, ils n'étaient pas corrompus, et ils apportaient une vraie action sociale, y compris de la santé, de l'éducation, etc. Et en fait, ce qui se passe dans les quartiers populaires ici, c'est à peu près ça. C'est-à-dire de l'action sociale, très diverse, qui énerve les pouvoirs publics, parce que du coup, ils veulent interdire le financement par les collectivités locales de tel club de foot, ou de tel club de gym, enfin de gym au sens muscu, parce que là, il y a parce qu'il y a une dimension virile qui est importante. Et donc, on ne sait pas bien le réguler. Mais une des façons de réguler, c'est pas seulement d'interdire les subventions des collectivités locales aux clubs de foot où on considère qu'il y a trop de salafistes ou de frères musulmans parce qu'ils ont interdit l'équipe de filles. Une action plus efficace, c'est qu'il y a une offre sociale, publique, laïque, avec y compris des gens qui viennent de ces quartiers et qui sont de culture et d'origine des pays du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Une offre efficace, aussi efficace que la leur. Et ça, malheureusement, ça ne marche pas toujours. Après, dans le quotidien, et ce qui doit être votre quotidien dans ce type de population, dans la relation avec ce type de population, c'est extrêmement important de leur dire « vous faites partie de nous ». Donc, oui, c'est dur, oui, enfin, il y a plein de raisons, mais vous faites partie de nous. Et je pense que le discours politique aurait infiniment plus d'efficacité vis-à-vis de ces jeunes-là, si on leur disait, vous avez des problèmes, vous êtes un problème quand vous déviez, mais vous êtes fondamentalement partie du projet national, de la collectivité nationale, etc. Casser le « eux et nous » dont on parlait très bien ce matin. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Oui, sinon je... Oui. Voilà. Vous avez parlé à plusieurs reprises de la différence homme-femme dans le djihadisme, la pureté, etc. Les femmes sont évidemment très minoritaires dans le djihadisme, mais elles sont aussi souvent visibles, affichées, et toutes les questions, voilà, le voile, abaya, etc. Est-ce que vous voudriez développer un peu plus le rôle qu'elles peuvent avoir, et puis les différences, à quels arguments elles sont plus sensibles, quelles sont leurs rhétoriques, quelles sont les différences rhétoriques hommes-femmes dans l'islamisme? Alors vous avez dit abaya, djihadisme, non. C'est pas parce qu'on porte une abaya qu'on est djihadiste. Alors, est-ce que si on porte une abaya, on est islamiste? On peut discuter longtemps. On peut considérer qu'on est influencé. Deuxième chose, ça, il faut jamais l'oublier. Les filles aujourd'hui, à l'école, réussissent beaucoup mieux que les garçons. Et les filles d'origine immigrée, encore plus. Et elles échouent beaucoup moins. Beaucoup moins. Ça ne veut pas dire qu'elles échouent pas, mais elles échouent nettement moins. Les garçons, ils viennent, notamment quand ils viennent du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, quasiment partout en Afrique subsaharienne, ils viennent de cultures qui sont vraiment des cultures patriarcales. Enfin, au sens où il y a une différence dans le statut des femmes, des garçons et des filles. Par exemple, dans la règle d'héritage. Vous savez, les filles héritent dans les pays musulmans, traditionnellement, sauf en Tunisie, 2 fois moins que les garçons. Bon. Ça dit leur statut social, le témoignage d'une femme au tribunal, traditionnellement, vaut moins que celui d'un homme. Donc, les garçons, ils sont élevés dans la cellule familiale, avec un statut qui est supérieur à celui des filles. Les femmes commandent en général dans la sphère privée et les hommes dans la sphère publique. Bon, il y a une répartition des rôles, c'est plus compliqué que ce qu'on croit souvent. Bon. Mais c'est quand même ça le cœur de la culture. Dans la société française, tout est renversé. Les filles réussissent mieux, elles échouent moins et elles sont valorisées par la société, qui considère qu'elles sont des victimes. Et dans les enquêtes qu'on peut faire sur les discriminations, cette fois, c'est très frappant de voir la façon dont sont traités les filles et les garçons, avec le même nom de famille, vous savez, les testings, etc., le même parcours, exactement, etc. Les filles ont, disons, 2 fois moins de chances qu'une fille française de longue extraction d'avoir un entretien, un garçon 5 fois moins. Et donc, vous mettez ces 2 phénomènes-là ensemble. Une tradition qui valorise les garçons, une réalité sociale qui valorise les filles et qui bloque les garçons, vous avez un truc explosif, pardon, sans mauvais jeu de mots. Bon. Les garçons, ils ne savent pas quelle est leur place. Et en plus,
toute la société va dire il faut protéger les filles. Il faut s'occuper des filles. Moi, je pense qu'il faut s'occuper des garçons. S'occuper des filles, hein, évidemment. Mais ceux qui sont à risque, d'une certaine manière, dans leur trajectoire, ce sont les garçons. Parce qu'ils sont face à un hiatus cognitif. La cellule familiale, la réalité sociale. Après les filles, il y en a moins chez les djihadistes, mais comme je vous l'ai expliqué, elles font partie du projet. Chez les islamistes, dans la sphère islamiste, je ne crois pas qu'il y ait des grandes différences. Pour une raison simple, c'est qu'elles ont eux aussi la question identitaire. Ce qui est frappant par contre, c'est que les filles je parle en général les filles d'origine étrangère, et notamment maghrébines, parce que j'ai des stats là-dessus. Qu'est-ce qu'on voit? D'une certaine manière, elles profitent du contrôle dont elles sont victimes. Qu'est-ce qui se passe? Elles font moins de conneries. Pourquoi? Parce que les familles contrôlent beaucoup plus. Bon. Elles zonent moins, elles sont plus contrôlées. Bon. Dans les pays d'ailleurs du Maghreb, comme en France. Et dans les pays du Maghreb, les filles réussissent beaucoup mieux que les garçons aujourd'hui. À l'école, il y a 60% d'étudiantes à l'université. Donc elles sont plus contrôlées, elles font moins de bêtises. Et puis elles investissent plus sur l'école, parce que l'école est un instrument d'émancipation. C'est une façon de sortir aussi de ce contrôle, y compris d'aller à l'université loin, et donc de ne plus vivre avec... Donc on a des dynamiques qui sont complexes, qui laissent les garçons souvent complètement désemparés. Je ne crois pas encore une fois qu'il y ait une différence très importante dans le... mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une revendication identitaire des filles qui, d'une certaine manière, est plus forte que les garçons. Vous allez retrouver les filles voilées, y compris les filles dans la sphère islamiste. Toutes les filles voilées ne sont pas des islamistes. Bon. Mais il y a une revendication en disant « c'est ma liberté ». Quand elles disent « c'est ma liberté », ça veut dire aussi « c'est mon identité ». Et surtout, ça veut dire, contrairement au regard que la société a, je l'ai choisi. Ça paraît impossible à comprendre pour des gens qui ne connaissent pas. On dit, mais en fait, on leur offre la liberté et elles choisissent la soumission. C'est pas possible. Donc ça veut dire qu'elles nous détestent. Non. Ça veut dire qu'elles ont un choix individuel, comme d'ailleurs les jeunes Français veulent affirmer des choix individuels. Et dans ce choix individuel, il y a une dimension identitaire. Et elles considèrent que le voile est l'expression de leur identité. Donc il faut manier tout ça avec extrêmement de précaution. C'est très compliqué parce que ce sont des phénomènes très complexes en fait, qui ont trait, je pense, à un parcours. Un parcours, c'est on passe d'un statut originel dans la famille vers un autre statut dans la société, et on est aussi le produit de la société. Voilà, donc moi, j'appelle à la complexité, à la reconnaissance de la complexité. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais peut-être en poser une. Moi, j'étais intéressée par votre propos s'agissant de finalement cette identité qu'on trouve finalement en tant que musulman. Et du coup, est-ce que retravailler sur les identités d'origine, ça pourrait pas être une façon de faire de la prévention, tout simplement? Moi, je crois tout à fait, effectivement. Pour une raison simple, c'est qu'il faut donner de la fierté. Et donc, sans se tromper sur ce qu'on pourra faire. On a beaucoup de jeunes qui disent moi, je ne suis pas français, je suis algérien. Notamment chez les Algériens. Ils n'ont jamais été en Algérie. Ou s'ils ont été en Algérie, ils ont été 3 fois l'été. D'ailleurs, en général, les Algériens ne les accueillent pas avec énormément, comme tous les Maghrébins n'accueillent pas les franco-maghrébins qui reviennent l'été, qui ne se comportent pas toujours très bien, les accueillent pas avec énormément de bienveillance, mais ils disent on est algérien. Et ils ont le drapeau algérien, et ils ont une sorte de fantasme de l'Algérie. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, en fait, on n'est pas français complètement. Donc si on n'est pas français complètement, soit ils vont dire on est musulman, soit ils vont dire on est algérien. Et en général, d'ailleurs, ils vont dire les deux. Bon. Et ils vont fantasmer l'Algérie comme ils fantasment ou comme ils recréent l'islam. Et ce qu'on appelle le communautarisme, c'est quoi? C'est une néo-communauté. C'est une communauté inventée, réinventée, avec quelques bases culturelles disparates, avec très peu de culture, très peu de tradition. Et donc, si on leur fournit de la culture, de la tradition,
de l'histoire sur l'objet qu'ils ont fantasmé, on peut être utile. Mais il faut comprendre qu'ils le fantasment. Donc, ils ne vont pas chercher la réalité. C'est un peu comme les complotistes, dont on parlera tout à l'heure. Les complotistes, si on leur dit « mais non, la vérité c'est que les vaccins sont utiles », ils disent « non, les vaccins ne sont pas utiles ». D'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il faut trouver l'angle, qui n'est pas un angle, à mon avis, d'autorité. Je pense qu'avec ce public-là, il ne faut jamais que le discours vienne d'en haut. Il faut qu'ils réussissent à s'approprier eux-mêmes, à se construire leur propre discours. Donc, il faut leur donner des éléments, pas des éléments d'autorité, mais des éléments qui répondent à leurs questions identitaires. Exactement comme le font les grands influenceurs. Bien, merci à vous. Merci pour ces échanges. Donc, on va